Bienvenue. Il y en a que je rencontre pour la première fois. Alors je peux pas voir tout le monde en détail, mais il y en a que je rencontre pour la première fois. Je vois bien, il y a des noms que je ne connaissais pas, des prénoms et des visages que je ne connais pas. Et puis il y en a que je reconnais. Voilà, je vois qu'il y a la Martinique, super, la région parisienne, bienvenue, le l'Ain, l'Oise, super, bienvenue à tout le monde. Clermont-Ferrand aussi, le Rhône, la Haute-Savoie. Ben, c'est merveilleux tout ça. Et moi, je suis donc à Montauban, en Tarn-et-Garonne. Où il fait d'ailleurs encore très beau en cette saison. Et j'espère que tout le monde a pu profiter cette belle journée. Et je vais vous proposer de démarrer tranquillement. Il est 20h33. Bravo et merci pour votre ponctualité. Comme ça, on va pouvoir démarrer tranquillement à l'heure et finir pas trop tard pour pouvoir se reposer ensuite. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler, ce soir nous allons parler de l'écriture avec cette thématique que j'avais proposée avec Christine, hein, Christine qui organise en fait cette semaine de l'écriture. Je ne sais pas si Christine, tu peux activer ton micro. N'hésite pas en tout cas et à dire un petit coucou. Je vais voir si je peux te mettre, voilà, si je peux te mettre comme ça. Voilà, là on te voit. Voilà, Christine, tu es. Je ne sais pas si on te voit ou pas d'ailleurs. Peut-être que vous voyez encore moi si je parle. Attendez, je regardais. Voilà. Voilà, mettre en avant pour tout le monde. Et là, non, ça c'est moi, ça marche pas, ça. J'aimerais bien quand même te mettre un petit peu, te renommer, remettre les actualités. Voilà, est-ce que. Voilà, vas-y, je t'en prie. Un petit mot, Christine. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour cette semaine de l'écriture et merci à toi, Guillaume, surtout d'avoir répondu encore une fois pour présenter un sujet sur le thème de l'écriture qui, à chaque fois, nous apporte un peu plus dans notre réflexion et nous permet d'avancer et de nous présenter des outils qui nous aident dans nos pratiques de tous les jours, en tout cas à moi. Donc, merci d'être présent encore ce soir pour nous. Super, avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Là, je savais bien qu'on pouvait se mettre tous les deux. Mais voilà, avec grand plaisir. C'est la troisième année, je crois. Il me semble que Ouais, c'est la successive où je participe à cette semaine de troisième année, l'écriture. oui. Voilà, troisième année, troisième conférence. Et puis en fait, il y a une continuité un petit peu entre les conférences finalement. Dans la Mm. première conférence, j'avais introduit un peu autour de la pédagogie de la parole, en lien avec l'écriture. Et puis dans la deuxième conférence, j'avais abordé eh bien, je vais revenir dessus d'ailleurs, je vais aborder les quatre entrées de l'écriture consciente. J'avais abordé cette thématique-là. Et dans cette soirée, eh bien, je vous propose d'aller zoomer sur une des entrées de l'écriture consciente. Voilà, on va aller voir un peu plus en détail et je vais vous proposer peut-être aussi un peu différemment des autres d'être plus dans l'expérimentation. J'ai cru voir que certaines personnes qui sont là ce soir étaient déjà là mercredi soir, donc je vois qu'il y a il y en a voilà, des fans ou je sais pas, ou des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent avoir plus d'éléments, plus d'infos, plus d'expérience, voilà, Oui. d'activités, Ouais. etc. C'est chouette. Je me réjouis de ça. Et Mm. bienvenue à ceux qui étaient là mercredi soir, donc dans l'atelier en ligne rééducation Non, que là, j'ai je présenté. commence une visio Ah, avec voilà, on va Guillaume. couper le son. Oui. Et je vais mettre la vidéo, hop là, non, pas comme ça, je vais mettre en avant, hop. Voilà, supprimer. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et puis, comme ça, voilà. Et maintenant, je vais faire en sorte que ma caméra, ouais, la caméra soit en avant pour tout le monde. Et c'est ce qui va être enregistré parce que finalement, je me suis rendu compte, parce que j'avais envoyé un mail, j'avais donné notamment à mes contacts, j'avais informé que la visio, la conférence ne serait pas enregistrée. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais annoncé même sur les réseaux sociaux qu'elle serait enregistrée. Donc, je vais l'enregistrer. Et puis, comme ça, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas se connecter ce soir, eh bien, elle sera disponible quand même. Voilà. Bien. Alors, je vous propose de démarrer tranquillement. Je vais vous proposer, puisqu'il y en a, alors je disais, il y en a qui étaient là déjà mercredi soir à l'atelier en ligne rééducation, et voilà, vous allez réentendre des choses que vous avez entendues mercredi soir. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir, ça va être complètement nouveau. Je me présente en quelques mots. Hop là, je vais me décaler, voilà, comme ça. Je me présente en quelques mots, donc sans faire trop long, je me suis marié très jeune en 2004.
J'ai rapidement enseigné également comme professeur de français voilà, au collège, en secondaire. Je me suis marié, donc nous avons eu ensuite un premier enfant, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis en 2014, vraiment, en 2013, c'est l'année où on est parti en Alsace et c'est l'année où on a appris la naissance de la petite dernière, Lionel, qui est au milieu. Voilà, et on est arrivé en Alsace. Euh, et ça a été un grand tournant dans ma vie parce que j'ai découvert notamment Elisabeth Nuits avec ce livre-là qui s'intitule L'école des illusionnistes et un autre également qui s'appelle Troubles de la mémoire, prévention et remède, avec un titre qui est vraiment pas du tout représentatif finalement réellement du contenu de son livre, mais qui est très très intéressant également. Voilà. Et j'ai commencé, après avoir découvert Nuts, à commencer à partager dans le réseau d'écoles hors contrat où je me trouvais, enfin où je trouvais mes enfants et donc où j'étais un peu impliqué. Parce que moi j'enseignais dans l'éducation nationale, enfin dans le privé catholique, mais on va dire dans l'éducation nationale en gros, quoi, pas dans le public, mais dans le privé. Mais dans le privé hors contrat, voilà, j'ai commencé à partager un peu ces outils-là. Ça, c'était une aventure de commencer à partager les outils d'Elisabeth Nuits. Et puis tout s'était un petit peu arrêté, même beaucoup arrêté en 2016, le 23 novembre 2016, quand mon épouse, la mère de mes 5 enfants, est décédée brutalement. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, veuf avec mes 5 enfants. Et du coup, j'ai arrêté d'enseigner. J'ai arrêté d'enseigner, je me suis occupé de me reconstruire et je me suis occupé de mes enfants. Et puis, la vie faisant, je me suis reconstruit, j'ai avancé. Nous avons avancé tous ensemble, tous les 6. Et puis, j'ai rencontré Priska, qui avec ses 2 enfants, est venue voilà, avancer dans cette aventure, nouvelle aventure familiale avec moi et mes 5 enfants. Donc, nous avions 7 enfants au quotidien, parce qu'elle en a 2. Et nous avons vécu une aventure assez dingue avec 7 enfants, une petite colo, 365 jours sur 365, puisque moi, ils avaient que ma maman, et puis eux, les enfants de Prisca ne voyaient pas leur père. Voilà, et puis j'ai développé pédagogie en 2018 parce que j'ai retrouvé, voilà, retrouvant de l'énergie aussi au bout de 2 ans, eh bien, j'ai voulu me relancer dans mon activité professionnelle et j'ai choisi d'arrêter l'enseignement pour créer mon activité professionnelle qui, depuis en fait 2018 jusqu'à aujourd'hui, se décline en 4 axes principaux. Les apprentissages fondamentaux, d'une part, vraiment avec des outils pour les apprentissages fondamentaux. Comment favoriser? Donc là, c'est des interventions en école notamment, dans les structures éducatives, auprès des parents, voilà. Et puis avec des formations spécifiques sur la maternelle, sur la lecture, sur l'orthographe, la grammaire, le plaisir de lire, etc. Un autre axe que je développe, pardon, hop là, qui est la motivation et l'attention pour apprendre efficacement. Je m'intéresse beaucoup à la notion de l'attention et de la motivation avec les stratégies d'apprentissage, le projet européen Apprendre c'est dans ta tête qui contient 30 fiches sur les stratégies d'apprentissage, 30 fiches qui sont en accès gratuit au format numérique. Voilà. Et puis d'autres outils, les pauses actives notamment, évidemment, qui est une formation aujourd'hui que je développe pas mal dans les écoles et puis même en dehors. Voilà, le climat relationnel aussi, la notion de gestion de la discipline, gestion de la relation, résolution de conflits, avec un outil notamment de la discipline positive, parce que je suis formé en discipline positive. Et puis, dernier point, la rééducation des difficultés et troubles neurodéveloppementaux, avec trois outils notamment, même si je pourrais dire 4, parce que orthographe rentre aussi un petit peu dans ce champ-là, mais pas de la même manière que rééducation et multimove en tout cas. Donc multimove, rééducation et la lecture 5P aussi, rééducation des difficultés, des troubles de l'apprentissage également. Voilà. Voilà un petit peu, je vais mettre tout ça en silencieux, je vois que ça sonne. Allez, hop, ne pas déranger, comme ça on est tranquille. Voilà un petit peu pour mon parcours. Et je vous propose de pas plus s'éterniser sur mon parcours, même si c'est important, de savoir d'où je viens, de ce que j'ai fait. Ça fait 7 ans donc maintenant que Pédagogie existe. Ça fait 7 ans que je parcours la France, la Belgique, la Suisse pour partager tous ces outils-là, que ce soit dans les écoles, que ce soit des stages tout publics, dans les structures éducatives. Voilà, c'est assez varié. Et puis parfois dans les établissements auprès des élèves, c'est plus rare, mais ça arrive également que j'intervienne auprès des élèves. Voilà. Euh, et je vous propose du coup, eh bien, d'aller dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse. Je vous disais que la conférence de l'année dernière, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site, hein, sur le site pédagogie.fr,
dans l'onglet ressources, webinaire, eh bien, vous aurez la conférence du 8 octobre, il me semble, 2024, qui avait été donnée dans le cadre de la semaine de l'écriture également. Et j'avais abordé les fondations, donc juste quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là, et puis petit rappel pour ceux qui étaient là, sur les spécificités de la rééducation, pour ceux qui étaient là mercredi dernier également, petit rappel. J'aime bien prendre cette image assez drôle du Titanic, parce que ça parle assez bien. Le Titanic, il a coulé pour une raison assez simple, c'est parce que le commandant a voulu éviter l'iceberg. Et moi, je dis souvent, il ne faut pas essayer d'éviter l'iceberg. Il vaut mieux aller travailler les fondations, parce que ce qui a fait couler le Titanic, c'est pas le haut de l'iceberg, en réalité, c'est bien les fondations, c'est bien ce qui est la partie immergée, parce qu'elle est tellement énorme que la coque s'est frottée contre cet énorme bloc de glace, et ça a percé la coque, et ça a fini par engloutir le Titanic, enfin l'eau a fini par engloutir le Titanic. Eh bien, c'est la même chose avec les problèmes d'apprentissage, les difficultés que rencontrent les enfants au niveau des apprentissages scolaires, au niveau des qu'il y ait un diagnostic ou pas, c'est qu'il y a des fondations qu'il vaut mieux ne pas ignorer, parce qu'on risque de ne pas aider grand monde finalement. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir justement aller s'intéresser à ces fondations, à cette partie immergée de l'iceberg, et c'est vraiment tout le projet de la rééducation. C'est vraiment cette idée-là de, on va pas s'occuper quasiment pas, 90% j'ai envie de dire, on va s'occuper que des fondations quasiment. Et dans les fondations, il y a ces fameuses fonctions cognitives, notamment, il n'y a pas que ça, mais ça rassemble beaucoup de choses quand même, au niveau, si on doit faire le bilan quand même. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez, de ces fonctions cognitives, mais c'est ce que je dis souvent, c'est un petit couteau suisse, c'est avec ça qu'on apprend tout. C'est avec ça qu'on apprend à lire, à écrire, mais c'est aussi avec ça qu'on apprend à faire à jouer d'un instrument de musique, à pratiquer un sport. C'est avec ça que on apprend vraiment à faire toutes les activités, à développer toutes les compétences. C'est grâce à ces fonctions cognitives qui sont notre couteau suisse cérébral. Voilà, donc du coup, la rééducation va s'intéresser à ces fonctions cognitives. Ça, c'est un petit rappel par rapport à la conférence de l'année dernière, pour qu'on puisse avoir tous un petit peu les mêmes bases, c'est le cas de le dire, les mêmes fondations pour cette conférence-là. Et il va y avoir plusieurs, plusieurs couches, on va dire, et moi je vais parler des entrées de la lecture, de l'écriture, pardon, consciente. Et pour écrire de manière consciente, alors le terme conscient, ça veut dire quoi? Le terme conscient, ça ne veut pas dire que je dois me mettre dans une position spécifique et respirer pour écrire, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que l'écriture consciente, ça veut dire que je vais solliciter certains circuits neuronaux au moment de l'écriture, des circuits qui doivent être automatiques. Et justement, l'objectif, ça c'est la partie visible de l'iceberg, c'est il faut qu'il y ait des automatismes en place. Donc rapidement, c'est quoi les automatismes de l'écriture? Bah, c'est le geste, évidemment. Il faut que le geste graphique soit automatique. Ça, on est déjà sur la partie vraiment visible de l'iceberg, hein, puisque c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on trace. Il y a le code aussi qui doit être automatique. Si je ne déchiffre pas, si le traitement du code alphabétique n'est pas automatisé, bah, c'est difficile d'écrire, quoi. Parce que toute la correspondance phonème-graphème, c'est ça qui va me permettre d'écrire avec une certaine fluidité aussi ce que je pense, ce que je dis, ce que j'entends, etc. Le code, la copie, parce que la copie est une activité très très pratiquée à l'école aussi, dans plein de situations voilà, de classe, il y a de la copie, donc il faut que la copie soit automatisée de la bonne manière. Et puis il y a un dernier point qui est un peu en marge, qui est vraiment le haut de l'iceberg, du sommet de l'iceberg, là, c'est la conscience orthographique, c'est toute la partie de l'orthographe. Donc il faut automatiser la conscience orthographique. Ça, c'est un concept que j'ai développé pour pouvoir faciliter l'entrée dans l'orthographe. Et là, on est sur le programme Orthographe qui est très différent de la rééducation. Voilà. Et donc, ça, c'est la partie des automatismes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, parce que déjà, je l'ai abordé dans la conférence précédente. Si vous voulez y revenir, vous pourrez voir sur ces quatre entrées de l'écriture consciente, eh bien, vous pourrez voir le détail dans ma précédente conférence. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est qu'avant de s'intéresser justement à l'iceberg, on va beaucoup s'intéresser au haut de l'iceberg, on va beaucoup s'intéresser au bas. Et notamment, j'ai mis de bas en haut les fondations. Et la base de la base, c'est le corps. C'est pour ça que cette conférence s'intitule Tout commence dans le corps. L'écriture, tout commence dans le corps. En effet, ça commence par disposer le corps. Donc, je ne vais pas m'intéresser ce soir
à disposer le langage et à disposer les organes cognitifs, bien que ce soit passionnant de s'y intéresser aussi. Mais déjà ce soir, faisons le tour de cette question de disposer le corps. J'avais abordé ça déjà dans la conférence précédente l'année dernière. Qu'est-ce que j'entends par disposer le corps? J'entends deux choses. En pédagogie de la parole et dans la rééducation, on va travailler sur deux choses. On va travailler sur d'abord le calme émotionnel, ça c'est un point, et puis on va travailler sur le corps conscient. Voilà, ça c'est un deuxième point. Voilà. Et je regarde, voilà, si vous voyez, voilà, c'est bon, je me disais, il manquait quelque chose, c'est ça qui manquait. Qu'est-ce que j'entends par calme émotionnel et corps conscient? Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Je vous rassure, Guillaume? on ne va pas y passer une demi-heure, ça c'est certain, parce que moi, mon objectif de ce soir, c'est plutôt de vous faire expérimenter des activités de la rééducation par rapport à cette entrée, qu'est cette entrée consciente, ou cette entrée plutôt de l'écriture consciente qu'est disposé le corps, et notamment par rapport à ces deux axes, calme émotionnel et corps conscient. Donc c'est plutôt ça que j'ai envie de faire avec vous ce soir. Je vous présente quand même voilà, les fondations un petit peu de c'est la partie un peu plus théorique, enfin théorique, qu'est-ce que je mets derrière ces mots-là. Donc si je zoome un petit peu, voilà, le calme émotionnel, c'est quoi être quand je parle de calme émotionnel, de quoi je parle? Eh bien, je parle d'abord d'un objectif, c'est d'être dans le bon stress. Il y a un stress qui est toxique et il y a un bon stress. Il y a un stress qui est stimulant. Il y a le stress qui me fait avancer. Il y a le stress voilà, qui me donne envie d'aller de l'avant. Et c'est un stress qui ne dépasse pas la capacité adaptative. Voilà, Guillaume? oui, oui, il y a un problème. Ah, c'est flou. Oui, c'est flou, Ah, c'est oui. flou. Alors, si c'est flou, attendez, on doit pouvoir régler ça. Je sais peut-être ce que je peux faire pour vous aider là-dessus. Si c'est flou, c'est peut-être juste à cause de ça. Attendez, vous allez me dire si ça règle le problème, mais il y a des chances. Hop là. Ouais, je pense que là, c'est plus flou, c'est ça? Oui, oui, Voilà. c'est bon. Merci, merci Christine de m'avoir arrêté. Je me rendais pas compte que c'était flou. Voilà, là, vous allez voir beaucoup mieux. C'est vrai que tant que c'était assez gros, ça devait passer, mais après, dans le détail, ça devenait difficile. Donc, comme c'est écrit, pourquoi est-ce que on va chercher à disposer le corps et notamment à développer le calme émotionnel? C'est pour que l'enfant soit dans le bon stress. Et comme je l'ai écrit, c'est ne pas dépasser la capacité adaptative de l'enfant, la fameuse, et ça, peut-être que certains, ça va leur rappeler des éléments d'étude, c'est la fameuse zone proximale de développement, la ZPD de Lev Vygotsky, ne pas dépasser cette capacité adaptative. Et, euh, et c'est là justement la frontière entre le bon stress et le mauvais stress, justement. Ce stress qui nous permet d'apprendre des nouvelles choses. Comment est-ce qu'on va débloquer et développer le calme émotionnel? Alors, ben, il y a plusieurs choses. Un des outils, ce sera la respiration, ça c'est sûr. Ce soir, je ne parlerai pas de la respiration plus que ça, mais c'est la respiration, faire des exercices de respiration, cohérence cardiaque, respiration carrée, etc. Ne serait-ce que simplement apprendre à respirer de manière abdominale. Ça va permettre de pouvoir se mettre dans un bon stress. Évidemment, ceux qui s'intéressent à l'écriture se disent, mais en fait, ça ne concerne même pas que l'écriture. Et ceux qui d'ailleurs ne s'intéressent pas qu'à l'écriture se disent, ah, mais oui, mais en fait, ça ne concerne pas que l'écriture. Et exactement, ça ne concerne pas que l'écriture. Ce que je suis en train de dire, ça, finalement, c'est la base de tous les apprentissages. Mais donc, si c'est la base de tous les apprentissages, c'est aussi la base de l'écriture. Donc ça, c'est la partie respiration. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le calme émotionnel aussi? On peut se dire et se penser capable de réussir et de se monter les difficultés. Et là, on est sur la partie un peu aussi de la confiance en soi, des croyances que l'on a. Est-ce que je crois que je ne suis pas capable, etc. Moi, j'apporterai un autre aspect, c'est de pouvoir aussi envisager le temps d'écriture, se projeter dans le temps d'écriture, il faudrait que je le rajoute en fait, se projeter dans le temps d'écriture de manière paisible. Voilà, au niveau émotionnel, d'être paisible dans la projection du temps d'écriture, et j'en reparlerai. Le corps conscient, pourquoi est-ce qu'il est important que le corps soit conscient? Donc quand je parle de corps conscient, je rappelle que là, il s'agit bien d'ancrer en fait dans le réel les différentes les parties corporelles, le schéma corporel. Ça, par rapport à l'écriture, typiquement, ça va permettre de se tenir correctement, d'avoir une bonne posture sur sa chaise pour pouvoir écrire. Et ça, c'est tous les graphos le savent, tous les spécialistes autour de la rééducation de l'écriture le savent, c'est une problématique, c'est bien cette question de la posture. Trop d'enfants n'ont pas la bonne posture déjà rien que sur la chaise et forcément, ça peut poser problème. Donc une posture énergique, souple, efficace. Voilà, le tronc, les omoplates, les épaules, le poignet, etc. Tout ça doit être bien, bien dynamique, bien énergique pour pouvoir du coup écrire correctement.
Donc, comment est-ce qu'on va développer ou débloquer ce schéma corporel et ce corps conscient? Eh bien, il y a plusieurs pistes que je mets ici. Intégrer le schéma corporel et la conscience corporelle, favoriser la latéralisation, favoriser des gestes conscients, stimuler le corps de manière générale, intégrer les réflexes archaïques, bien évidemment, parce que si les réflexes ne sont pas intégrés, en tout cas pour ceux qui connaissent les réflexes, vous savez de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas les réflexes, je vous invite simplement à regarder un tout petit peu. C'est vraiment intéressant d'avoir une idée un petit peu de ce dont il s'agit sur les réflexes archaïques. Mais généralement, ceux qui sont autour de la question de l'écriture savent un petit peu, et sinon, je vous convie vraiment à vous intéresser à cette question-là. Et puis, la proprioception et l'équilibre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La proprioception, j'en ai absolument besoin pour écrire, comme j'en ai absolument besoin pour lire. Et l'équilibre aussi, des fois, on ne soupçonne pas combien l'équilibre est indispensable, même pour la lecture, parce qu'il est en lien avec la posture, tout simplement. Voilà. Je ne vais pas détailler plus là-dessus sur la partie théorique. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vous donne simplement des petites activités du quotidien qui peuvent être faites pour pouvoir améliorer le calme émotionnel, en faire quelque chose un peu une routine ou en tout cas quelque chose d'ancré. Donc il y a des petits gestes comme aérer la pièce. On peut faire des exercices de respiration, je l'ai évoqué brièvement. On peut faire des mandalas, on peut danser, on peut favoriser la motricité et les jeux libres en extérieur. Voilà, je donne des petites choses. Il y a des mouvements de brain gym aussi qui sont vraiment intéressants par rapport à ces deux aspects, le calme émotionnel, le corps conscient. Le brain gym sera un super support pour pouvoir travailler ces deux aspects-là. Et puis, des activités de la rééducation que l'on va voir ce soir. Voilà, et c'est l'objectif, c'est de prendre un petit peu de temps pour vivre un petit peu pour vous faire expérimenter ces activités de la rééducation qui sont en lien du coup avec cette dimension du corps, disposer le corps pour apprendre. Quand j'intitule ma conférence Tout commence dans le corps, c'est vraiment cette idée-là, calme émotionnel, corps conscient. Plus il y a une conscience du schéma corporel, de sa corporalité, alors l'écriture va être beaucoup plus facile soit à mettre en place, soit à solutionner en cas de difficulté. Voilà, puis j'ai mis évidemment Multimove parce que Multimove est un outil qui va beaucoup beaucoup agir sur le corps conscient. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure de latéralisation, j'ai parlé d'équilibre, j'ai parlé de proprioception. La Multimove aussi est top pour ça et c'est certainement aussi pour ça que j'ai souvent des graphos, des spécialistes de la rééducation de l'écriture dans mes stages Multimove également, comme dans rééducation d'ailleurs. Voilà, je vais vous proposer maintenant de revenir voilà, sur la vue d'ensemble, j'ai rappelé les fondations, c'était l'objectif de cette première partie. Nous avons quatre entrées de l'écriture consciente. Dans la formation rééducation, j'élargis ça aux quatre entrées de la lecture et de l'écriture consciente, parce qu'en fait, on va se rendre compte, quand on commence à creuser un petit peu, on va se rendre compte que lecture et écriture sont les deux phases d'une même pièce, et que les entrées de l'écriture consciente sont aussi celles de la lecture consciente. Bien évidemment, il y a des petits changements, il y a des choses, quand on parle d'automatisme, bien évidemment, on ne va pas parler du geste pour la lecture, on va parler du déchiffrage, etc. Voilà. Le code va rester un point commun, mais euh, l'avantage, c'est que, et enfin, c'est comme ça que je travaille en tout cas, c'est que je ne cible pas moi spécifiquement l'écriture, je cible tous les apprentissages en général, quelles que soient les difficultés, parce que comme je travaille sur les fondations, avec le corps conscient, disposer le corps, avec le langage, les organes cognitifs et les automatismes, alors je vais pouvoir apporter des améliorations chez les enfants, chez les adultes, quelle que soit la difficulté apparente, puisqu'on va aller creuser sur les fondations. Voilà, je vous laisse juste, si jamais il y a une question, n'hésitez pas. Je vous propose d'aller dans les activités. Trois activités rééducation pour disposer le corps à l'écriture. Parce que c'est ça qui m'importe ce soir, c'est pas seulement vous donner plein d'informations théoriques, c'est passionnant la théorie, mais en ce moment j'ai plutôt un goût pour faire expérimenter, parce que je pense qu'on apprend quand même beaucoup plus de choses quand on expérimente les choses et finalement on en retient beaucoup plus. Voilà un petit peu ce que je voulais vous donner en introduction. Et maintenant, c'est parti. Voilà. Alors, on va démarrer. Première activité. Première activité sur le corps conscient, hein. Vous avez en tête qu'on est sur le corps conscient.
Et je vais vous proposer du coup de s'occuper de ça pour pouvoir aller explorer un petit peu ce que j'entends par cette dimension de corps conscient et vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je vous propose de le vivre tout simplement dans la rééducation et moi comment je le vis soit en séance, soit aussi pour certaines activités, notamment celle-ci. Celle-ci aussi, je vais la proposer, par exemple, aux enseignants. C'est une activité qui va pouvoir être transposée dans le groupe. Elle est faite au départ, et c'est vrai que je l'ai quand même conçue au départ euh, pour l'individuel. Je l'ai pensée pour ça et je la pratique en individuel. Mais c'est vrai que j'ai souvent l'occasion de la partager aux enseignants parce que ça va permettre de pouvoir améliorer chez les enfants pas mal de choses qui vont être bénéfiques pour leurs apprentissages à l'école. Allez, j'en dis pas plus, on y va. C'est une activité juste du parcours multisens. J'y reviendrai là-dessus. Il y a 3 parcours dans la rééducation, 3 modules. Multisens, c'est le premier, sur la conscience multisensorielle. Et on y va pour cette activité-là. Alors juste petite introduction sur l'activité, c'est qu'en début d'accompagnement, généralement, souvent, je donne un document aux enfants qui ressemble à un tableau comme celui-ci. Très rapidement, le but c'est pas d'aller dans le détail, mais simplement c'est un tableau comme ça avec des cases vides. Et il y a cette consigne tout en haut. Dessinez-vous de la tête aux pieds en prenant le plus d'espace possible sur la page, en short et en t-shirt, pieds nus, en indiquant toutes les parties du corps que vous connaissez, avec des termes différents, bien placés, lisiblement légendés et bien orthographiés. Alors évidemment, vous allez me dire, ça dépend de l'âge. On n'a pas, j'ai pas d'attente particulière. C'est vraiment une activité que je donne aux enfants. Alors juste pour préciser, parce que j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César, vous le constaterez dans le reste de la conférence, je pense aussi. Ce tableau-là, donc cette activité, moi je la fais depuis longtemps, mais ce tableau-là, c'est Marc-Olivier Sefia, qui est un ami qui est formé aussi avec Elisabeth Nuitz notamment, et qui utilise les mêmes outils que les miens. Voilà, on a les mêmes bases, et du coup, j'avais beaucoup aimé son tableau, et lui l'utilise aussi en classe avec les élèves. Et donc cette consigne-là avec ce tableau, je le trouvais intéressant. Bref, je mentionnais quand même que ce tableau, c'est pas le mien, c'est celui de Marc-Olivier, un ami qui forme aussi à tout ça. Et je voulais vous dire que en début de séance, eh bien, voilà, je demande aux enfants. Alors, généralement, c'est vrai que ce que je fais souvent, c'est que je donne ça à faire à la maison entre les 2 premières séances. Et les parents reviennent ensuite avec ce schéma qui a été complété. Voilà. Et, dont l'enfant revient avec un dessin, du coup. Alors, il revient avec normalement ce tableau complété, mais c'est intéressant. Je vais vous montrer 2 dessins, une fois de plus, qui ne viennent pas de séances que moi j'ai menées, mais qui viennent d'élèves de Marc-Olivier, qu'il avait publié dans un article et que je trouvais très parlant. Donc, je vous montre 2 dessins. Je vous laisse regarder les dessins, je vous laisse les observer tranquillement. Quand vous voyez ces dessins-là, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme constat? Je ne sais pas si vous êtes sur téléphone, vous voyez peut-être pas grand-chose, je peux zoomer un tout petit peu. Voilà, qu'est-ce que vous vous dites, hein? Donc, simplement, je ne demande pas forcément que vous réagissiez à la conversation, mais c'est pour vous. C'est voilà, quel constat vous faites, vous, quand vous regardez ça? Attention, on n'est pas dans l'interprétation, analyse psychologique ou je ne sais quoi. On est juste dans l'observation. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça me donne comme indication finalement? Qu'est-ce qui est intéressant à remarquer? Qu'est-ce qui est remarquable dans le sens, qu'est-ce qui est intéressant à remarquer? Voilà, je vous ai montré un peu ces 2 dessins. Ce qui serait intéressant, ce serait de faire un petit sondage pour vous. euh, L'enfant qui a dessiné le premier dessin, il a quel âge? Et l'enfant qui a dessiné le deuxième, il a quel âge? Juste de se poser cette question-là, vous voyez, pour vous. C'est pas forcément nécessaire d'utiliser une fois de plus la conversation. Ce qui est juste intéressant, c'est vous, votre observation. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez pour le premier, mais on peut se dire que le premier, peut-être que l'enfant, il a 7, 8 ans, peut-être 9 ans maximum. Le premier est aux premières, il y en a qui disent, en effet. Je vois ça. Alors en fait, ce qui est intéressant juste à savoir, c'est que ces 2 dessins ont été dessinés par le même élève. Ces 2 dessins ont été dessinés par le même élève à 15 jours d'écart.
À 15 jours d'écart, c'est un élève de sixième qui a dessiné ces deux dessins-là. Mais simplement avec un écart de 15 jours, et entre les 15 jours, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque là, je donne un exemple d'élèves qui ont été accompagnés en classe, hein. Là, c'est même pas de l'accompagnement individuel, hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux séances, 15 jours? Eh bien, il y a eu des cours de français, parce que Marc-Olivier est prof de français. Et qu'est-ce qu'il a fait, Marc-Olivier? Ben, il a utilisé les outils qu'on a en pédagogie de la parole et qu'on a en commun avec la rééducation. C'est qu'il a fait de la conscience corporelle. Il a travaillé sur le schéma corporel, mais pas en théorie, en donnant un schéma aux enfants, il a travaillé sur des activités qui font le lien avec le schéma corporel. Il a aussi travaillé avec le Discricolor, que j'ai présenté d'ailleurs dans l'atelier mercredi dernier. Discricolor, qui est une activité phare de la rééducation. Et il le fait même expérimenter en classe, alors pas de la même manière que quand je suis en individuel, mais un petit peu plus peut-être comme je vous l'ai fait faire. Et donc il a utilisé le Discricolor. Il a fait des activités de conscience corporelle et un petit peu de respiration. Voilà, en 15 jours. En 15 jours, on passe de ce dessin-là à ce dessin-là. Et il n'y a pas seulement le dessin qui change, si vous regardez, il y a même la graphie qui change, il y a l'orthographe qui change, il y a les majuscules, les minuscules, il y a tellement de choses qui changent en fait. Si vous regardez la façon dont c'est écrit ici, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent, et pourtant, il n'y a pas eu de cours sur le schéma corporel, il n'y a pas eu de, comment dire, de schémas qui ont été donnés, voilà, il y a pas eu de commentaires en disant, ah, t'as vu, là, t'as oublié ça, ou là, t'as fait ça. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre les deux séances. Alors, attention, le deuxième schéma, on pourrait encore se dire, tiens, c'est intéressant parce que la tête est énorme, le corps est tout petit. Il y a peut-être encore des choses à rééquilibrer, il y a peut-être encore des choses à renforcer, peut-être en termes de conscience corporelle, mais il y a déjà eu un énorme chemin qui a été fait. Alors, je vais vous proposer du coup une activité, euh, une activité de conscience corporelle qui est issue de la rééducation et qui s'intitule coordination. Et cette activité, en fait, comment dire, de la rééducation, euh, je vais en faire une partie. Il y a deux objectifs, hein, comme c'est écrit ici. Première partie, premier objectif de cette activité, c'est de prendre conscience des différentes parties de son corps, en associant le vocabulaire précis qui correspond à ce que l'on nomme. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape qu'on ne fera pas ce soir, c'est prendre conscience de sa latéralité, c'est-à-dire des parties gauche et droite de son corps, dans leur coordination, différentes et similaires. D'accord? Enfin, il y a tout cet aspect-là, quoi. Donc, je parle bien de latéralité, non pas forcément de latéralisation ici, même si, quand on va travailler sur cette activité, ça peut avoir un impact sur la latéralisation, mais c'est pas la même chose. Euh, donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer de le faire. Simplement, je vais vous proposer, on va pas le faire sur tout le schéma corporel, mais je vais vous le faire expérimenter tout simplement sur la partie haute, sur la tête, tout simplement. Donc je vais vous inviter à le faire avec moi. En plus, ça tombe bien parce que quand on est dans un groupe, des fois, on est un peu gêné de se voir en train. On va toucher les différentes parties de notre corps. Mais là, on est derrière notre caméra. C'est peut-être plus simple, je ne sais pas. L'idée, c'est de nommer. On va faire ça. On va nommer les parties du corps. On va aussi, quand c'est possible, on va donner des explications sur la mission de certaines parties du corps. Même si ça paraît être des choses évidentes, on va nommer cette réalité-là. Et puis, parfois, pourquoi pas, quand c'est pertinent, eh bien, on pourra aussi préciser l'orthographe. Pourquoi pas? Faire le lien avec l'orthographe. Faire le lien avec le genre, masculin, féminin, en grammaire, etc. Pourquoi pas? Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'enlève le visuel, je me mets voilà, en plein écran comme ça, et je vous propose de faire avec moi cette activité tout simplement. Nous allons démarrer par le haut du crâne et on va aller voilà, jusqu'au menton, tout simplement. Alors c'est parti, je vous fais comme je le ferai en séance. Je vais vous inviter à toucher votre crâne, d'abord les cheveux, parce qu'en fait c'est là, c'est ce qu'il y a le plus haut. Toucher les cheveux, et puis de vous dire, c'est comment au niveau de la texture? Vous ressentez, c'est comment? Quel mot vous mettriez, quel adjectif vous mettriez? Comment sont ses cheveux? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux, ça c'est génial. Voilà. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est crépus? Est-ce que c'est un peu sec? Est-ce que c'est un peu gras peut-être? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est long? C'est abondant?
Est-ce qu'on peut rentrer sa main dedans ou pas? Bon, moi, j'ai pas grand-chose sur le caillou, donc je vais pas trop soulever. Mais voilà. Et voilà, ça, c'est les cheveux. Et les cheveux, ben, c'est souvent au pluriel qu'on l'utilise. Et c'est un pluriel irrégulier avec un X. Les cheveux avec un X. Voilà. Cheveux, et on peut même l'épeler Cheveux. Et je vous laisse le redire, comme si on était en séance avec des enfants. Voilà. Et puis, sous les cheveux, on peut aller toquer dessus. Et ça fait du bruit. Un petit peu partout. Ça s'appelle le crâne, la boîte crânienne, le crâne. Comment c'est? Quand vous avez toqué dessus, là, c'est comment au niveau de votre impression? Vous le sentez comment? C'est mou? C'est dur? Alors souvent, bah, évidemment, c'est dur. Oui, la boîte crânienne, c'est dur. Le crâne, c'est un os, c'est très dur. Et ça se voit pas. Mais c'est bien là. Et quand on se cogne, ça fait mal. La boîte crânienne, d'ailleurs, on l'appelle pas, c'est le crâne, mais on l'appelle aussi la boîte crânienne. Pourquoi? Eh bien, ça, je vais le dire aux enfants. Parce qu'en fait, c'est une boîte dans laquelle il y a quelque chose. Et il y a, évidemment, mon cerveau. Alors ça, je peux pas le toucher, je peux pas le nommer, je peux pas le décrire. Le cerveau, ça, c'est tout un monde. Voilà, c'est un ensemble de tissus, mais je peux pas le toucher, je peux pas le voir, je peux pas le nommer. Enfin, je peux pas le décrire avec mes sens, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est le crâne. Et ensuite, je vais descendre légèrement et je vais arriver sur le front d'abord. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, on peut le faire dans notre ordre, ça, attention. Sur le front. Et le front, je peux aussi tapoter dessus. Ça, ça résonne un peu moins, mais c'est dur quand même. Donc je vais demander à l'enfant, alors c'est comment? Donc je vous invite à le dire pour vous. C'est comment cette sensation? Quelle est la différence aussi par rapport quand on tape le crâne comme ça et le front? C'est qu'il y a aussi de la peau sur le front qu'on peut s'amuser à tripoter. Donc finalement, le front a une sensation dure si on tape dessus, mais si on le masse un peu, on sent la peau. Voilà, on sent la peau qu'il y a à cet endroit-là. Voilà, le front. Et puis si on s'écarte sur les côtés, on a les tempes. Et les tempes, ça fait un peu comme un léger creux. On sent légèrement le creux. Euh, et les tempes, eh bien, c'est un peu moins dur hein, quand on tape dessus. Ça ne résonne pas. C'est plus creux. Hein, voilà. Et donc, je vais inviter, quand je suis en séance individuelle ou en classe, les enfants à dire qu'est-ce que vous ressentez. Donc là, on est en visio, c'est un peu particulier, mais faites-le pour vous. Commencez, nommez-le. Voilà, et puis une fois on a fait la boîte crânienne, qu'on a fait le front, qu'on a fait les tempes, on va s'occuper des oreilles. Ah oui, juste le front. On pourrait juste le front, frontal, fronton, c'est ce qui est devant. Hein, pour un bâtiment, on parle du fronton aussi d'un bâtiment. Voilà, ou quand il y a une relation frontale, face à face, front contre front, hein, c'est la zone qui peut s'opposer aussi. Alors bah oui, tous les enfants, enfin, c'est pas la génération, mais moi quand je pense au front et à coup de boule, je pense à Zinedine Zidane, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, je sais plus, bref, chacun ses références, sa bibliothèque mentale, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. Ensuite, on a les oreilles. Donc, pour le front, je voulais juste terminer. Front, il y a, on peut les peler ensemble. Front. Il y a un T qu'on n'entend pas quand on dit front, mais qu'on entend dans frontal et dans fronton. Voilà. Et on va découvrir en même temps euh, la grammaire. Et on peut dire le front, c'est genre masculin. C'est un nom masculin. Et puis ensuite, on a les oreilles. Alors, je vous invite à toucher les oreilles et à vous dire, mais c'est comment en fait les oreilles? Est-ce que j'ai déjà nommé qualifier mes oreilles et sensations? C'est comment pour vous? Je vous laisse toucher. Voilà, il y a un côté mou avec le lobe. Peut-être qu'on va aller jusqu'à dire ça. On va parler du lobe de l'oreille qui est tout mou, qui est souvent connu chez les enfants parce que c'est là qu'on perce les oreilles. C'est assez connu quand même. On a le cartilage aussi de l'oreille qu'on sent, hein, tout ce qui est un peu dur. Et en même temps, c'est mou, c'est replié. Hein. Il y a un côté incurvé, replié, puis creux aussi. Hein. On peut mettre ses doigts dedans, sans rentrer à l'intérieur forcément, mais rien. Il y a plusieurs parties creuses. Voilà. Et c'est souple. Hein, c'est tout souple. C'est un peu élastique, un petit peu. Et, et les oreilles, on l'utilise souvent au pluriel. Donc c'est un nom pluriel féminin et il y a un S à la fin. Oreilles. Et je vous invite à le redire, les oreilles. Et à quoi ça sert les oreilles? Les oreilles, ça sert à entendre et à écouter. C'est deux choses différentes. Et donc, on peut faire dans ce moment-là écouter les sons qu'on entend simplement autour de nous.
Voilà, les oreilles. Et puis, on va avoir les sourcils. Alors, les sourcils, comment c'est? Vous trouvez ça comment, vous, quand vous touchez vos sourcils? Vous trouvez ça doux, lisse, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Les sourcils, là, c'est pareil. On peut le dire au singulier, un sourcil, non masculin, singulier, et les sourcils, non pluriel, masculin pluriel, et avec un S à la fin. Et les sourcils, c'est quoi les sourcils? Ben, sourcil, c'est sur le cil. C'est ce qui est sur le cil. Les cils, ils sont en dessous, ils sont au niveau des paupières, au bout des paupières, mais les sourcils, ce qui est sur les cils. Et puis on va continuer, et là on a les paupières. Ah, là on peut toucher les paupières. Commencer au niveau de la texture. Vous diriez que c'est quoi les paupières? Et je vais qualifier. C'est mou. En même temps, c'est mou, mais c'est pas facile. On peut pas facilement les attraper. C'est pas très épais, c'est pas gros. Voilà. Et ainsi de suite, on peut continuer à chaque fois revenir sur les paupières avec le nom, etc. On peut parler des cils, donc sourcils, cils. Là, c'est intéressant de les toucher, puis de dire, ben, c'est difficile à toucher les sourcils. Pourquoi les cils, pourquoi c'est difficile? Parce que ça bouge facilement. Il faut vraiment se contrôler pour ne pas bouger les paupières qui vont faire battre les cils. Voilà. Et puis après, on a le globe oculaire, mais celui-là, on ne peut pas le toucher. On peut pas toucher le globe oculaire, sauf les yeux fermés. On peut le sentir avec les paupières fermées. On peut sentir que ça fait une boule. C'est un peu plus dur, mais ça reste un petit peu. C'est pas complètement dur comme le crâne. Ça reste globuleux là. Voilà. Et on a le globe oculaire ou les yeux. Les yeux, c'est tout ça. Et on a le globe oculaire sous les paupières, quand elles sont fermées ou derrière les paupières, même ouvertes. Et, et ensuite, on va descendre sur les joues. Alors, je ne vais pas faire tous les détails parce que selon l'âge des enfants, j'en ferai plus ou moins, ça dépend. Mais on va pas tout faire dans le détail, les pommettes, tout ça. Mais les joues, c'est comment? Voilà. Alors, j'ai pas dit pour les yeux, évidemment, hein. Les yeux, ça sert à voir et à regarder, ce qui est deux choses différentes. Les yeux, c'est un nom masculin, pluriel avec un X. Enfin, voilà, on va un nom masculin irrégulier avec un X. Voilà. Et puis, on va ensuite avoir la bouche avec les lèvres. Et on va toucher les lèvres. Et là, on va d'abord se demander, mais à quoi ça sert la bouche? La bouche, ça sert à parler. Et parler, ça sert à quoi? Ça sert à nommer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pour la partie ici de la bouche. Les lèvres, c'est comment? C'est mou, c'est souple. Hein? On peut les attraper comme ça. Ça se bouge un peu dans tous les sens, les lèvres. Il y en a qui s'amusent avec ça. Et c'est un nom pluriel féminin avec un S et on peut épeler de nouveau les lettres L, E accent grave, V, R, E, S. Voilà. Et puis ensuite, on a le menton et on terminera par le menton. Le menton, il a quoi de particulier? C'est qu'il est à la fois dur si on appuie, il y a vraiment, on sent le menton, l'os dur derrière, et en même temps, il y a de la peau sur le menton. C'est souple le menton. Donc voilà. Moi, c'est dans le cas de notre visio, c'est moi qui ai fait ce descriptif, mais vous comprenez bien que dans l'idée de l'accompagnement individuel, je vais amener l'enfant à dire ce que lui ressent, et puis lui donner en même temps le vocabulaire et lui permettre aussi d'associer ça à l'orthographe qui va être un enjeu aussi, de savoir non seulement les nommer, mais savoir les écrire du coup. Parce que derrière l'orthographe, il y a ben, je sais les écrire. Voilà. Euh, voilà un petit peu pour cette partie du schéma corporel. Vous comprenez que là, je fais qu'une partie parce que déjà, bah, si on le fait correctement, selon l'âge des enfants, parce que selon l'âge des enfants, on va rajouter des détails, on va aller plus loin dans les parties du corps. Il y a plein de petits détails qu'on peut rajouter. On peut parler des narines, évidemment. J'ai pas fait le nez, pardon, j'ai oublié le nez. On peut parler du nez avec les narines. On peut parler aussi, donc j'ai parlé des pommettes. On peut parler de plein de parties rien qu'au niveau de la tête. Et puis après, on va aller faire le reste du corps. Et ces séances-là, souvent, on peut se dire, oui, bon, le schéma corporel, c'est bien, mais bon, les enfants, ils savent ce que c'est qu'un menton. Eh bien, vous serez surpris peut-être si vous faites de l'accompagnement individuel et que vous
questionnez ce schéma corporel, vous serez surpris de voir que, eh bien, il y a plein d'enfants qui ne savent pas nommer les parties de leur corps. Alors oui, ils savent le nez, les oreilles, la bouche, les yeux, ça ils savent. Mais parfois, il y a des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui ne savent pas où se trouvent leurs chevilles, où se trouvent leurs cils, leurs sourcils. Et en fait, moins j'ai développé ma conscience corporelle, moins je peux du coup entrer en contact avec le monde parce que si je ne me connais déjà pas moi, si je ne connais pas les limites de mon corps et les parties de mon corps et leur rôle et leurs particularités, alors je vais avoir du mal à rentrer en contact avec le monde. Et l'écriture, la lecture, tous les apprentissages scolaires, mais notamment ces deux compétences lecture-écriture, ça demande d'entrer en contact avec un monde extérieur au mien. J'entre en contact avec un livre, j'entre en contact avec un stylo, avec une feuille, et ça passe par le corps, ça commence par le corps. Parce que en plus, le livre, je le tiens, le stylo, je le tiens, la feuille, le cahier, je le maintiens aussi avec mon autre main. Donc il y a vraiment ce contact sensoriel, pas avec mon corps, avec mes yeux, avec mes mains, avec mes membres, avec ma posture, qui fait que si j'ai pas intégré ma posture, si j'ai pas intégré si j'ai pas une bonne conscience corporelle, eh bien je vais forcément être plus en difficulté. Et plus les enfants ont conscience de leur corps, plus ils ont de chance en tout cas de pouvoir entrer plus facilement dans les activités, dans ce type d'activité. Je vois une question, on peut le faire avec plusieurs enfants. Il faut qu'ils soient tous seuls. Non, on peut le faire en groupe. Moi, je forme les enseignants. Quand je forme les enseignants et que je parle de l'entrée dans la lecture et l'écriture, de préparer notamment en maternelle, j'aborde cette question du schéma corporel. Et de manière vraiment importante parce que notamment en maternelle, c'est le moment idéal pour le faire. C'est la période de la scolarité où il faut le faire et j'encourage les parents aussi à nommer régulièrement les parties du corps. Ça permet aussi de faire de la sensibilisation sur les limites. Voilà, mes limites, c'est mon corps. Voilà à quoi il sert. Je dois me respecter, c'est important. Voilà, sans en faire tout un plat, en tout cas, c'est quand même important que l'enfant s'approprie son schéma corporel. Ça, c'est indispensable. Donc oui, on peut le faire en groupe, bien évidemment. Et après, du coup, en séance individuelle, dans le cas de difficultés rencontrées au niveau de la scolarité, au niveau de la lecture, de l'écriture, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Donc on a une petite, je fais petit point sur la spécificité de la pédagogie de la parole par rapport, j'ai parlé de Elisabeth Mitzvayer, pardon, oups là, je zoome un peu trop, je voulais zoomer là-dessus plutôt, voilà, de ses livres, Troubles de la mémoire, prévention et remède, hein, 10, 10, 10, L'école des illusionnistes, voilà, Ghislaine Benchabadour m'a beaucoup inspiré également pour tout le travail que je fais aujourd'hui, entre autres. Il y a aussi Colette Ouzilou qui est très intéressante, qui parle d'ailleurs de l'importance aussi de développer le schéma corporel par rapport au langage aussi, hein, de bien prendre conscience de sa bouche, de sa langue, des dents, de la mobilité de la bouche, etc. C'est vraiment intéressant aussi. Et puis j'ai mis bien évidemment les travaux de certains neuroscientifiques qui vont dans cette dynamique-là aussi, pas toujours de la même manière, hein, chacun à sa façon, il ne parle pas du corps forcément, mais en pédagogie de la parole, sans parler seulement du corps, la pédagogie de la parole et cette importance de passer par les circuits du langage verbal, ça c'est des choses qu'on retrouve aussi dans certains travaux en neurosciences, et, euh, et voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus en détail là-dessus, je passe sur cet aspect-là. Ce que je voulais simplement dire à la fin de cette première activité, c'est que vous voyez, là, l'idée, c'est que on va pouvoir toucher tous les profils d'enfants. Le schéma corporel, ça concerne tout le monde. Alors, attention, j'ai mis auditif, visuel, kinesthésique. Je sais que tout ça, ça fait débat. Moi, quand je marque ça de manière rapide, mais je parle bien de dominance auditif, visuel, kinesthésique, sachant qu'on a les trois. Voilà, ça, j'aborde ça en détail dans la formation et rééducation. Mais ce que je veux dire par là simplement ce matin, non, ce soir, c'est que nous travaillons, en agissant sur le schéma corporel, nous travaillons pour tous les individus. Parce que tous les individus ont un corps. Point. Donc tous les individus ont besoin de passer par la conscience corporelle. Et cette conscience corporelle, chez certains enfants, elle a pu être développée parce que il y a eu beaucoup d'activités dans la nature avec les parents, beaucoup de mots posés sur le schéma corporel dans le quotidien. Il y a eu beaucoup d'activités manuelles, beaucoup d'activités physiques, beaucoup d'activités de conscience, voilà, du mouvement.
Et puis, ça s'est développé de manière plus naturelle, mais dans certaines familles. Et puis, pour différentes raisons aussi, eh bien, il peut y avoir des blocages qui se mettent en place. Et donc, cette activité-là, elle correspond vraiment vraiment à tout le monde, quoi. Et tout le monde en a besoin. En tout cas, tout le monde a besoin de passer par un bon ancrage de son schéma corporel, ça c'est certain. Et les enfants qui n'y sont pas passés et qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages scolaires ont besoin d'être accompagné simplement pour y repasser. On n'y passe pas des heures, mais un petit peu un petit peu, moi je le fais au fur et à mesure des séances pour repasser le corps en revue et pouvoir se l'approprier. Voilà. Et en plus, il y a toute cette partie aussi que j'ai présentée en introduction de cette activité sur l'activité où je demande à l'enfant de se dessiner, ou du coup, ce qui a un support intéressant et qui permet aussi de faire le point au bout d'un moment, quand on demande à un enfant de se redessiner une nouvelle fois, de voir ce qui a bougé, ce qui a évolué. Ça, c'est vraiment chouette aussi. Voilà. Deuxième activité, activité active-action, qui est alors issue, donc je ne vais pas faire toute l'activité active-action parce que c'est trop long, mais je vais vous faire faire une des parties de l'activité active-action, qui est issue, cette activité, du parcours multison sur la lecture, l'écriture et le langage, donc c'est le module 2, voilà, et toujours sur le corps conscient, on est toujours sur cette dynamique, comment favoriser l'ancrage corporel. Alors là, c'est pour ceux qui étaient là mercredi, ça va être une petite révision, un rafraîchissement. Et pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien c'est certainement une découverte, sauf si vous avez déjà été comment dire, au contact de la rééducation d'une manière ou d'une autre. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement, je ne vais pas montrer les vidéos, mais simplement, j'ai mis deux vidéos là pour penser à vous en parler. C'est il y a des comptines, beaucoup de comptines qui sont utilisées auprès des enfants. Et vous voyez la vidéo de la première ici, non, je ne veux pas mettre la vidéo, c'est sur je fais le tour de ma maison. Je fais le tour de ma maison, je ferme les volets, je ferme les fenêtres, je descends l'escalier, il y a plusieurs variantes, hein. Je ferme le loquet, je m'essuie sur le paillasson, puis après je ferme la bouche, je ferme la porte à clé. Voilà, ça c'est une comptine qui est souvent pratiquée à la crèche, à la maison, en école maternelle, qui est encore aujourd'hui pratiquée. Voilà. Et puis il y en a une autre, là, celle-ci, c'est celle de la fleur, où ma main est une fleur, hein. La comptine dit ma main est une fleur, mes doigts sont des pétales, je t'aime un peu beaucoup, pas du tout, vilaine petite main. Et puis ça s'amène en disant oui, mais ma maman, elle m'aime de tout mon cœur. Voilà, ça c'est des comptines qui sont encore aujourd'hui pratiquées, puisque j'ai encore des adultes régulièrement qui me disent en formation, oui, ça on l'a fait, etc. Pourquoi je parle de ces comptines? Eh bien parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de messages de fermeture des perceptions sensorielles. Et ces comptines-là sont des messages, sont des comptines de fermeture des perceptions sensorielles. C'est vraiment des messages où on dit au corps, bah, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Tes mains, voilà, tes mains, bah, on les enlève aussi du champ médian, de tout l'espace dans lequel d'écriture et de lecture, notamment tout le champ binoculaire. Vous savez, toutes ces habitudes, hein, j'en ai mis quelques-unes ici. Le scotch sur la bouche, les tapes sur la bouche ou sur les mains, hein. L'enfant, combien de fois un enfant appuie entre 0 et 6 ans se faire taper sur les mains? Alors on peut dire oui, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant, c'est simplement que le message que reçoit le cerveau, c'est tes mains, eh bien, tu les enlèves de ton champ médian. Quand on dit on touche avec les yeux, c'est pour dire tu mets pas tes mains dans ton champ médian, tu touches pas. Donc on touche avec les yeux. Mais on touche avec les yeux, c'est un message qui n'est pas du tout cohérent pour le cerveau. Surtout entre 0 et 6 ans, qui est un âge où le cerveau est en train de se spécialiser. Notamment les aires cérébrales, les aires sensorielles sont en train de se spécialiser puisque c'est l'âge, voilà, c'est la période de développement du cerveau qui fait ça. Mais si je dis à l'enfant touche avec les yeux, il y a même une stagiaire il n'y a pas longtemps qui me disait le week-end dernier dans un stage multimove qu'elle disait à ses enfants, elle disait on touche avec les yeux mais on regarde avec les mains. Voilà, on a le jackpot, quoi. On a les deux. On touche avec les yeux, ce qui n'est pas possible, et on regarde avec la main, ce qui n'est pas possible non plus. Et dans un âge où l'enfant est en train de construire cette fonction des perceptions sensorielles, c'est un message vraiment de fermeture et comment dire, pas paradoxal en fait. Et où les mains, finalement, on doit les évacuer.
Et du coup, on ne regarde pas avec les yeux, donc les yeux, ils servent à quoi finalement? Voilà. Mime de fermeture éclair sur la bouche, ça doit parler aux enseignantes et aux enseignants. On fait silence, on ferme la fermeture éclair ou alors on ferme la porte à clé, voilà, enfin la bouche à clé. Et ça, ce sont des habitudes qui ont un message très très fort pour le cerveau, qui disent très très fortement, t'as pas besoin de ta bouche. Le truc, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas parler. Évidemment que l'enfant, il faut savoir lui dire qu'il y a des moments où il doit se taire. Mais c'est la façon de l'amener. C'est si je dis à l'enfant, tu te tais, et on fait silence, on met un doigt sur la bouche, et puis à la fin, on enlève le doigt sur la bouche, bah voilà, c'est l'enfant qui met son doigt et qui l'enlève. Et par contre, si on dit qu'on ferme à clé, c'est qu'il y a une fermeture, ça veut dire qu'il y a une serrure et que c'est-à-dire qu'on peut me fermer la bouche à clé. Si on met une fermeture éclair, c'est la même chose. On peut l'ouvrir, on peut mourir et me fermer la bouche. Et c'est-à-dire qu'il y a un truc sur ma bouche qui me ferme la bouche. Et répéter comme ça, tous les jours, toutes ces habitudes-là, des comptines qui auront des messages de fermeture, des messages du genre tu chouches avec les yeux, tu regardes avec les mains, on ferme la bouche ou alors on la ferme à clé, on ferme la fermeture. Et puis on tape sur la main. Et puis on fait un siphon, fond, fond, et puis les trois petits tours, et puis s'en vont. Alors parfois ça revient dans la variante, on revient parfois, mais pas souvent. Et puis toutes les comptines de ce type-là, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout, vilaine, petite main. Toutes ces habitudes qui font entre 0 et 6 ans, le cerveau il entend que bah, les yeux on n'en a pas besoin, que les oreilles on n'en a pas besoin, que les mains on n'en a pas besoin dans le champ médian. Et après, ben, certains enfants, et là on aura intérêt à faire le lien, et j'aborderai pas ce soir, mais on aurait intérêt à faire le lien avec les profils. C'est-à-dire qu'il y a certains profils plus dominants kinesthésiques, plus dominants visuels ou plus auditifs, il y en a certains qui vont être beaucoup plus impactés négativement par ce genre de pratique. Sur la bouche, ça va être plus des dominants auditifs, sur les mains, ça va être plus des dominants kinesthésiques, sur les yeux, plus des dominants visuels, et ainsi de suite. Donc au final, peu importe, tout le monde est impacté d'une manière ou d'une autre par ces pratiques éducatives qui sont très présentes dans notre société encore aujourd'hui. Voilà. Donc, la rééducation, elle prend conscience de ça, elle prend connaissance, elle fait acte de ça, et elle dit, OK, ça a un impact sur les apprentissages, ça a un impact sur les facultés de lecture, d'écriture des enfants, et plus que ça, de développement des perceptions sensorielles, du rapport au monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut libérer, on peut ouvrir ces perceptions sensorielles. Et donc, je vais vous proposer une comptine d'ouverture, qui est la comptine de la fleur. Donc, je vais vous proposer de la faire maintenant avec moi. C'est une comptine qui est parlée. Je vais dire une phrase avec un geste, et je vous invite à refaire de même. Donc je me mets en plein écran aussi, j'enlève le visuel et je vais faire cette comptine et je vous invite à la vivre pour vous parce que, juste petite parenthèse, moi je l'ai vécu, je pense, je pense j'avais 30 ans à peu près, j'avais 30 ans quasiment quand j'ai vécu cette comptine et j'ai vécu quelque chose assez dingue personnellement sur ces mains-là. Voilà, donc c'est comme quoi à tout âge, on peut vivre des choses assez fortes. Donc c'est parti. Je commence avec la droite. Ma main droite est comme une fleur. Je vous laisse un petit temps pour redire. Mes doigts sont comme des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Gentille petite main. Ma main gauche est comme une fleur. Mes doigts sont comme des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Gentille petite main. Comme je vous aime, mes petites mains, je peux faire tant de choses merveilleuses avec vous. Et on termine avec un bisou sur nos chères mains tant aimées, avec lesquelles on peut faire tant de choses merveilleuses. Donc, je vous laisse juste ressentir les choses, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu les choses, est-ce que voilà, ça a fait réagir des choses en vous, est-ce que vous trouvez ça gnangnan, je ne sais quoi, est-ce que ça a au contraire touché des choses, est-ce que ça a fait remonter des souvenirs, bon, j'ai plein de témoignages hein, autour de ces comptines, il y en a une autre que j'utilise en rééducation. Euh, je termine la comptine généralement en demandant à l'enfant, en posant la question, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? C'est toujours très intéressant de poser cette question à l'enfant et de nommer des activités
qu'il peut faire avec ses mains. Et même quand je le fais avec des adultes, c'est souvent intéressant parce que, par exemple, je vais entendre, même avec des adultes ou des enfants, bien avec mes mains, je peux manger. Et pas, pourquoi pas? Il y en a qui vont me dire, je peux jouer. Mais tu peux jouer quoi? Tu peux manger. Comment ça, tu peux manger? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains, en fait? Oui, tu peux prendre un... En fait, on peut attraper, on peut me apporter à sa bouche, mais en fait, c'est plus même le bras qui le fait. Mais qu'est-ce que je fais vraiment avec mes mains? Je peux tenir un crayon. Je peux, donc, grâce, parce que je tiens un crayon, je peux écrire. Et donc, c'est important d'en arriver à ça, etc. Et on peut caresser. Je peux caresser quelqu'un, je peux me caresser mes mains. Je peux attraper, ça on l'a dit, tenir, attraper. On peut donc jouer, mais c'est important de décortiquer un petit peu quand l'enfant dit je peux jouer. Mais tu fais quoi en fait? Ah ben j'attrape, par exemple, je tiens ma raquette. Ah, tu tiens ta raquette, tu tiens le manche de ta raquette. Ok. Et ainsi de suite. Donc simplement nommer les choses et puis de terminer par des autorisations. J'ai le droit d'utiliser mes mains pour écrire. J'ai le droit d'utiliser mes mains pour tenir mon stylo correctement. J'ai le droit d'utiliser mes mains pour tracer un trait droit avec ma règle sur la feuille, et ainsi de suite en fonction des difficultés. J'ai le droit d'utiliser ma main, ma main droite, par exemple, si je suis droitier, pour prendre mon stylo, mon ciseau, pardon, et mes ciseaux, et découper un papier, et ainsi de suite. D'accord? Vous voyez, l'idée, ça va être de pouvoir aussi le faire libérer, de pouvoir faire parler, faire dire à l'enfant aussi toutes ces activités-là, pour pouvoir faire passer le message au cerveau, j'ai le droit d'utiliser mes mains sont importantes et elles sont les bienvenues dans mon champ médian. C'est pour ça que la comptine se passe devant, qu'on les touche, on nomme, on caresse, on fait les bisous pour vraiment être sur ce côté, je suis dans mon champ médian et j'ai le droit d'utiliser mes mains dans mon champ médian. Ça, c'est vraiment important. Voilà un petit peu pour cette activité sur la comptine d'ouverture de la fleur. Du coup, on a ici des outils de la rééducation pour cette activité, mais pour toutes les activités de rééducation, on a des activités qui sont adaptées pour tous les profils au sens neuroatypique comme neurotypique. Que l'enfant il ait un diagnostic ou pas un diagnostic, vous voyez bien, vu qu'on travaille vraiment sur des fondations, des bases, finalement, tout individu, quelles que soient ses difficultés, quoi qu'il rencontre, va pouvoir être au bénéfice. On est bien d'accord ici, hein, je précise quand même, j'ai mis HPI, on est bien d'accord que ce n'est pas un trouble, le HPI. C'est un profil spécifique, c'est un fonctionnement, donc c'est un peu à part. Il faudrait mettre un slash pour bien le séparer. Mais voilà. Euh, témoignage je passe le témoignage de Virginie, qui est psychomotricienne, qui était là déjà, d'ailleurs mercredi dernier au dernier atelier. Je vous le passe, il est très court. En fait, ton outil, il est hyper riche parce que c'est pratique, rapide et puis c'est efficace. Je m'appelle Virginie Pianel, je suis psychomotricienne, je suis coach en bien-être émotionnel et accompagnatrice en naissance parentale, facilitatrice en multimove et en ce moment, je fais la formation pour devenir facilitatrice en rééducation. Ça fait 8 ans que je suis psychomotricienne. Au départ, j'avais des outils qui étaient scolaires. Je les utilisais de manière scolaire. Et en fait, la rééducation, c'est quelque chose qui n'est pas... enfin, c'est très protocolaire, certes, mais en fait, tu peux te l'approprier. Quand je sais que j'ai quelque chose de précis à travailler avec eux, comme l'écriture, le langage, parce qu'ils sont en difficulté là-dedans, et ben, moi, j'ai mon petit kit et je travaille qu'avec mon petit kit. Et c'est ça qui est pratique, c'est que le kit, il est vraiment petit, il est complet et tu peux lui apporter avec juste le fond de la thérapie rééducation. Tu peux de toute manière lui donner les clés. Voilà. Alors, ce n'est pas une thérapie, mais c'est pas grave. Je ne considère pas ça comme une thérapie, mais peu importe. Merci Virginie pour ce témoignage qui permet de voir aussi un peu que, voilà, même une psychomotricienne qui a une formation initiale quand même assez conséquente, eh bien, peut y trouver aussi un intérêt parce en fait, elle y gagne du temps dans son accompagnement. Elle me disait qu'elle avait des accompagnements qui pouvaient durer 1 an ou 2 et que depuis qu'elle utilisait les outils de la rééducation, elle est aussi formée en multimove d'ailleurs, eh bien, elle gagne beaucoup de temps dans ses accompagnements. Voilà. Bien que la notion de rapidité soit pas à la mode en pédagogie de la parole, mais par contre, en termes de résultats, oui, ça peut en effet avoir des effets bénéfiques sur ce critère-là en tout cas. Parce que dans la rééducation, au contraire, on va prendre le temps
de faire les choses, mais parfois prendre le temps, et c'est même pas parfois, souvent quand on prend le temps de faire les choses, alors on gagne du temps en réalité. C'est ça qui est vraiment chouette. Voilà, et puis je vous propose d'aller découvrir la dernière activité, une activité qui s'appelle mémorisation. Alors, mémorisation, c'est un ensemble de techniques qui se trouvent dans le parcours Multimo, qui est le troisième parcours. Il y a plusieurs techniques que je propose. Là, on est plutôt sur la partie, le troisième parcours, c'est mémorisation et stratégie d'apprentissage. Et mémorisation, c'est l'activité un peu qui va plus vers, on commence à aller vers le haut de l'iceberg progressivement, même si cette technique, pas du tout, mais sur certaines techniques un peu plus. Et voilà, là, on est sur une activité qui va être en lien avec, comme c'est mis ici, le calme émotionnel. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on peut aussi installer le calme émotionnel, et ici, je l'aborde par rapport à l'écriture, à proprement parler. Voilà. Alors, l'idée de cette technique du contexte, déjà, c'est pouvoir du coup faire face au stress. Euh, Face au stress, parce qu'il y a de nombreuses sources de stress dans la scolarité d'un enfant par rapport à l'écriture. Il y a le stress de l'écriture tout simplement, le simple fait de tenir un stylo, de devoir tracer des lettres et des mots, ça peut être un stress chez certains enfants. Il y a le stress simplement de l'évaluation écrite. Voilà, il va y avoir une évaluation écrite, il va falloir faire une dictée, une rédaction, il va falloir répondre à des questions à l'écrit. Le stress de la lenteur, enfin, lié à l'attente de rapidité parfois du milieu scolaire. Et puis, il y a aussi le stress de faire des erreurs, le stress de pas d'oublier des lettres, donc le stress lié à l'orthographe. Donc, il y a plusieurs stress liés à l'écriture, et l'activité que je vous propose ici, c'est plutôt l'idée justement d'aller apaiser ces émotions-là en faisant un pont vers le futur. Ça fait partie, c'est vraiment l'idée de cette activité-là. Et le bénéfice du coup collatéral, mais non négligeable, c'est quand même une meilleure mémorisation. Ça, c'est quand même un aspect important. C'est qu'on va permettre à l'enfant de pouvoir davantage mémoriser en plus le contenu si jamais il avait du contenu à apprendre, quoi. Ça, je trouve, c'est un bénéfice plutôt sympathique. Voilà. Donc, vous allez comprendre aussi pourquoi. Je vous propose du coup d'expérimenter, tout simplement. Alors, pour expérimenter cette activité, qui normalement est reliée à un apprentissage spécifique, hein, l'enfant qui a à écrire quelque chose, ou il sait qu'il va écrire quelque chose, peut-être à l'école ou autre, il a peut-être des devoirs à faire, je ne sais quoi. Euh, eh bien, là, je vais vous le faire expérimenter un peu différemment. Et je vais vous demander, je vais vous proposer, parce que c'est quand même le contexte de cette technique, et la situation un petit peu, quand même, puisqu'on est sur le câble émotionnel, c'est d'aller vous connecter. À plusieurs moments, je vais vous inviter à vous connecter à vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne parle pas de ressenti physique, je parle de ressenti émotionnel. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez confortable, inconfortable, plutôt paisible, plutôt en stress, plutôt inquiet, etc. Ou plutôt au contraire joyeux, assuré, voilà. Donc simplement rester un peu en lien connecté avec ces émotions-là. Euh, et donc, vous venez d'apprendre là plusieurs choses sur la pédagogie de la parole. On a parlé des spécificités en introduction, sur les fondations. On a parlé de la première activité. Je vous ai parlé un peu d'où venait la pédagogie de la parole et la rééducation. On a découvert une deuxième activité. Voilà, vous avez entendu un témoignage. Et puis, on découvre une troisième activité. Donc, vous découvrez la pédagogie de la parole, la rééducation. Ok, super. Eh bien, imaginez, demain, vous allez vous rendre chez une amie. Voilà, imaginez demain, donc je vous invite à choisir, oh, on est d'accord qu'on imagine, hein, que demain vous allez voir une amie, et peut-être que demain vous allez vraiment voir une amie, voilà. Alors ça peut être chez elle, ça peut être sur son travail, ça peut être dans sa classe, ça peut être je ne sais où, à son magasin, bon voilà, où vous voulez. Donc demain donc je vous invite vraiment à choisir cette personne, et vous allez devoir lui parler de tout ce que vous avez découvert dans cette conférence, dans cet atelier. Je sais plus, c'est un atelier presque une conférence, mais voilà, vous allez devoir lui en parler. Vous allez devoir lui raconter tout ce que vous avez vécu. Et le but, c'est que vous soyez fidèle dans tout ce que vous avez entendu pour lui raconter ça de manière fidèle. Et là, je vous demande de vous connecter à vos émotions, à l'idée. Là, comme ça, vraiment, de manière un peu spontanée, comment vous vous sentez quand je vous dis vous allez devoir lui raconter dans le détail.
dire le maximum de choses parce qu'en fait, elle attend, elle n'a pas pu participer et elle attend que vous le disiez. Comment vous vous sentez? D'accord? Simplement, ressentez comment je me sens à cette idée-là. Maintenant, prenez conscience de votre espace dans lequel vous vous trouvez. Juste prenez conscience dans l'endroit où vous êtes. Je vous invite puisque vos micros sont éteints, à dire à voix basse, à voix haute, voilà, je suis dans mon bureau, il y a mon bureau, je suis devant mon bureau, il y a moi derrière moi, il y a un canapé. Allez-y, nommez les différentes parties, la couleur des murs, les objets qu'il y a autour, là, une armoire, etc. Allez-y pour vous. Je vous laisse le temps de vraiment de nommer les choses, mettre des mots précis. Prendre conscience. C'est en les nommant que c'est conscientisé par votre cerveau. Tant que ce n'est pas nommé, ça n'existe pas vraiment. Voilà. Donc vous avez nommé. Pourquoi je vous fais nommer les différentes parties de votre environnement? Parce que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de découvrir quelque chose, ou de redécouvrir, ou en partie, bon voilà, il y a des choses nouvelles, des informations, et vos neurones qui, qui sont actifs pour écouter, pour apprendre, pour engranger des informations et faire des liens avec ce que vous connaissez, etc. Vos neurones, en même temps, il y a des neurones qui s'appellent les neurones de contexte dans votre cerveau. Les neurones de contexte, ils font quoi? Ils captent le contexte dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'ils vont associer, parce que quand des neurones s'activent ensemble, ils se connectent ensemble, ça s'appelle la règle de Hebb, eh bien, les neurones qui servent à apprendre ce que vous découvrez sur la pédagogie de la parole et la rééducation et sur l'écriture par rapport au corps, eh bien, ils se sont connectés à vos neurones de contexte. Donc, l'apprentissage que vous êtes en train de faire, il est relié, que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou non, il est relié au contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc, ce que vous apprenez est associé à l'environnement dans lequel vous êtes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est inconscient, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et donc, du coup, maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à vous projeter, à vous visualiser dans l'endroit où demain, on imagine que vous allez voir cette personne. Je vous invite à fermer les yeux et à vous voir dans l'endroit où elle habite, ou alors où vous allez la retrouver. Ça peut être dans un café où vous avez l'habitude, dans sa classe, dans un lieu professionnel, dans un parc, je ne sais pas où c'est, mais vous savez. Donc visualisez-le tranquillement et nommez-le. Nommez l'endroit où vous allez peut-être vous asseoir. Nommez peut-être la couleur si vous le connaissez, si vous vous en souvenez, ou la texture, ou un objet qu'il y a autour. Nommez dans quelle pièce c'est. Vous allez vous retrouver dans quelle pièce. Donc dites-le. Et puis, est-ce qu'il y a des choses sur les murs? C'est en extérieur, il y a quoi? Nommez deux, trois objets autour qui vont poser le contexte, un nouveau contexte pour vos neurones. Et maintenant, voyez la personne. Voyez-la en face de vous, peut-être, ou à côté de vous. Voyez là s'il y a une table entre vous. Et puis, visualisez-la. Donnez un ou deux aspects de son apparence physique. Quelque chose qu'elle porte souvent. Une montre, une bague, la longueur de ses cheveux, la couleur de ses cheveux, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, vous êtes dans cet endroit-là et vous vous projetez en train de lui raconter maintenant ce que vous avez découvert sur la pédagogie de la parole et la rééducation. Et vous lui racontez. Vous lui racontez ce que vous avez vécu dans l'atelier. Comment vous vous sentez là maintenant? Je vous laisse sonder ça par rapport, du coup, à tout à l'heure maintenant. Si vous repensez à tout à l'heure, quand je vous ai parlé de cette idée d'aller raconter à une amie, et là maintenant, comment vous vous sentez? Voilà, je vous invite à rouvrir les yeux. Je m'aperçois que j'ai aussi fermé les yeux avec vous. Euh, voilà, simplement comment vous vous êtes senti. Est-ce que c'était différent? Est-ce que c'était pareil? Et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qu'on vient de vivre parce que vous avez en fait fait passer le message au cerveau que ce que vous avez appris là, vous pouvez le transférer dans un autre endroit et vous serez à l'aise dans cet autre endroit-là. Je ne sais pas quelle est votre expérience, hein. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce qu'elle est un peu longue, mais j'ai fait l'expérience en séance. Juste, je vous montre le tout début, hein, pour Donc, montrer on la s'invite, situation. visualise l'endroit dans lequel on est.
Ah ouais, ton cerveau, il crée des connexions en fonction de l'endroit où tu es. Maintenant, je vais te demander de fermer les yeux. Voilà, bon, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais l'idée, c'est de comprendre qu'en effet, il y a cette réalité neuronale, nous on a des neurones de contexte, et par rapport au travail que l'on fait en séance, en classe, à la maison, et je pense notamment au travail en séance ou en classe par rapport à l'écriture, c'est important, et surtout en séance individuelle, de pouvoir aussi faire cette petite activité avec cette technique du contexte pour que l'enfant puisse se projeter en train de réussir. Parce que souvent en séance, l'enfant il réussit. L'enfant ça se passe bien. Et puis ce qui est plus compliqué, c'est le transfert. Ce qui est plus compliqué, c'est ce moment où il se retrouve en classe, ce moment où il se retrouve à faire les devoirs. Et puis le tracé est moins bon, la posture est moins bonne, le poignet de nouveau plié, etc. Il s'arrête de respirer, il bloque un peu, et puis il copie tout d'un coup avec une lettre par une lettre au lieu de copier comme on lui a montré, etc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir lui montrer que c'est possible à lui, mais c'est surtout de dire à son cerveau, à ses neurones de contexte, regarde, tu peux transférer cet apprentissage ailleurs. Et c'est faire un pont vers le futur pour permettre du coup un transfert plus facile et aussi ramener, garder ce calme émotionnel dans la situation qui peut-être habituellement peut être en stress. Je vous montre pas la vidéo que je vous ai montré avant, c'est un de mes enfants, c'est mon fils Salomon. Je lui avais demandé s'il acceptait de faire ce travail, cette séance avec moi pour montrer la technique. Donc il avait accepté de jouer le jeu et on avait travaillé sur, parce que c'est associé aussi à la mémorisation, parce que c'est dans le pack multimo sur la mémorisation mémorisation c'était des mots c'est comme dire, les verbes irréguliers en anglais. Il devait mémoriser, je sais plus, 25 ou 30 mots et verbes irréguliers en anglais. Et donc, on avait utilisé plusieurs techniques, et notamment, j'avais fini avec la technique du contexte. Et donc, je lui avais dit d'abord, comme au tout début, je dis, ben voilà, imagine-toi, tu es dans ta classe, tu t'assois, tu te mets à ton bureau, et puis c'est parti, le prof, il distribue les copies, comment tu te sens? Puis il me dit, voilà, je me sens stressé, quoi, là. Je sais pas si je vais me souvenir de tout, etc. Je dis ok, très bien. Je dis maintenant tu vas fermer les yeux. Maintenant tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer dans ta classe vraiment. Donc on a fait comme j'ai fait avec vous. Je lui ai décrit, il a décrit le contexte, il a décrit la classe, il a décrit le prof, où est-ce qu'il se trouvait, le camarade qui était à côté de lui, la trousse, voilà. Et je dis maintenant tu vas respirer tranquillement et puis le prof arrive et te pose la copie sur ta table et tu vas te mettre à écrire. Et je lui dis, tu te sens comment là? Il me dit, bah là, je me sens paisible. Là, je sens que je sais quoi. Je dis, ok. Et c'est simplement ça qu'on veut poser. C'est dire au cerveau, tu vois, c'est possible. C'est simplement possible de ressentir déjà du calme et de préparer le cerveau à cette situation future, soit réelle, soit imaginaire, soit simplement transposée hein, d'une certaine manière volontairement, mais pour préparer le cerveau à cette nouvelle situation dans un état de calme. Parce que tout commence dans le corps, et dans le corps, il y a la conscience corporelle, le schéma corporel, mais il y a aussi le calme émotionnel. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc, troisième spécificité de la rééducation, du coup, on a des outils qui sont dynamiques. On a trois modules, vous l'avez compris, trois parcours en fait. Conscience multisensorielle, lecture, écriture et langage, mémorisation et stratégie d'apprentissage. À chaque fois, il y a du matériel qui va avec. Voilà, à chaque fois son matériel spécifique. Certains connaissent peut-être une partie du matériel, d'autres pas. C'est intéressant parce que vous voyez peut-être aussi, tiens, ah tiens, il y a un rush hour ici. Oh, le rush hour, je le connais, je l'ai aussi. Oui, la question c'est comment vous l'utilisez. Parce que ceux qui étaient là mercredi, qui ont fait l'activité discricolore avec moi, eh bien je dirais comme pour le discricolore, je dirais, bah, c'est une activité que je déconseille un petit peu en fait. Tout dépend comment c'est utilisé. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on utilise, il y a beaucoup de jeux qui sont un peu vendus comme étant des jeux qui vont améliorer les fonctions exécutives, la mémorisation, la concentration, l'inhibition. Mais en fait, ça dépend vraiment comment ils sont utilisés. Donc voilà. Donc la spécificité de la rééducation, ça va être de pouvoir utiliser ces activités-là avec des protocoles spécifiques basés sur la pédagogie de la parole. Et toujours, en fait, on va toujours quand même avoir en ligne de mire cette dimension du corps, disposer le corps pour entrer dans l'écriture, dans la lecture aussi. Un très court témoignage ici de Anne Regnault qui a créé une cabane pédagogique qui s'appelle Patience il pousse et qui est facilitatrice multimove et en cours de certification Et ce que j'ai rééducation. trouvé, c'est des outils qui sont simples, ludiques, abordables et utilisables de suite. C'est possible aussi de les réutiliser à la maison.
Les enfants les adorent. C'est hyper ludique. Voilà, on a des résultats qui sont vraiment à la hauteur. En peu de temps, ça fait vraiment des choses superbes à l'arrivée. Il y a avant rééducation et l'après, vraiment quoi. Ça s'installe en deux. Et là, il est en quatrième et il ramène un 15 sur 20 et il a une confiance en lui. Et c'est vraiment grâce aux outils-là de la rééducation que je peux cibler exactement ce qui pose problème chez les enfants et ne pas perdre de temps et vraiment remédier à ce qui pose problème pour la suite. C'est tellement incroyable. Je te remercie en fait. Voilà, témoignage de Anne Regnault qui est en Normandie, qui a créé une cabane pédagogique qui fait de l'accompagnement individuel pour les enfants qui sont confrontés à des difficultés importantes, qui est une ancienne enseignante qui s'est complètement reconvertie dans l'accompagnement individuel. Voilà. Simplement, je termine avec vous. J'ai vu je viens de voir, je suis désolé, j'étais focalisé sur nos activités. Je vois que il y a un message qui dit, je crois que Juliette a une question. Alors, eh bien, ça va être le moment des questions. Je vous donne juste quelques infos sur la rééducation. Déjà, simplement, pour moi, c'est le leitmotiv, c'est la phrase clé, c'est la phrase qui m'accompagne depuis 7 ans dans enfin plus que ça parce que j'ai découvert en 2013, en 2004 2013-2014, pardon. Donc ça fait déjà plus que ça fait 12 ans déjà, mais ça fait 7 ans que j'ai créé la rééducation, mais c'est vrai que cette phrase m'accompagne. Je l'ai entendu des mots de la bouche de Elisabeth Nuitz. Ça m'a vraiment impacté. Rien n'est irrémédiable. Et quand elle disait ça, elle disait pas moi j'ai la solution à tout. Non, elle disait on peut aider chacun à avancer dans irrémédiable, il y a le moyen, hein, il y a le moyen. Donc chacun peut trouver son chemin, quelque chose, et on peut accompagner chacun un peu plus loin en fait. C'est surtout ça, accompagner un peu plus loin chacun. Il ne s'agit pas d'amener tout le monde au même niveau. Il s'agit chacun de permettre à un enfant, à un individu, à un adulte, quel qu'il soit, de pouvoir aller un petit peu plus loin et dépasser. Et la pédagogie de la parole est une pédagogie de la joie, dans le sens de... Parce que la joie, c'est quoi la joie? La joie, c'est le résultat, enfin, c'est ce que l'on ressent après avoir dépassé un obstacle. La joie, c'est ce qui est ce que l'on vit quand on dépasse un obstacle. C'est le fait de dépasser quelque chose de difficile, d'y arriver, qui fait qu'on ressent cette émotion, qui est plus qu'une émotion d'ailleurs. Et voilà, la pédagogie de la parole se veut une pédagogie de la joie aussi, plus que du plaisir, du coup, qui lui est plus éphémère. Voilà, donc simplement pour vous dire que dans la rééducation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend à observer et en apprenant et repérer ce qu'il faut travailler en séance. C'est ce que disait Anne Regnault dans son témoignage. Ça, c'est important. Dans la rééducation, on va travailler là-dessus. D'ailleurs, il y a une séance d'état des lieux, hein. Comment est-ce qu'on le fait? Ben, grâce à la séance d'état des lieux, qui a un protocole spécifique, on va utiliser certaines activités de la rééducation dans le but de pouvoir non pas poser un diagnostic, surtout pas, c'est pas l'objectif de la rééducation, simplement d'observer, de pouvoir orienter le travail et mieux comprendre aussi cerner la personne. Ça, en termes par rapport à ses difficultés, bien sûr. Donc voilà, les avantages, c'est qu'on va comprendre le problème ciblé. Et puis, quels sont les bénéfices? Bah, du coup, les bénéfices, c'est plus d'efficacité, d'expertise, de réussite, de pertinence, ça c'est certain. Voilà, ensuite on a un deuxième élément, c'est le fait d'être capable d'utiliser du matériel et 18 activités dynamiques. C'est ça l'objectif aussi de la rééducation. Comment on fait? Bah, parce qu'il y a du matériel. Vous avez vu les photos un petit peu, il y a du matériel, il y a des protocoles. Voilà. Et il y a des avantages. Bah, du coup, on va être bien guidé. Les personnes qui font la rééducation me disent, voilà, il y a des protocoles, j'ai plus qu'à suivre. Mais il y a même des parents qui l'utilisent. J'avais une maman là en visio 20 minutes, une demi-heure ce matin voilà, qui faisait un point. Après, ça fait plusieurs mois qu'elle a pris le pack rééducation intégrale là, et qu'elle utilise. Elle me dit toutes les semaines, une fois par semaine, je fais des activités rééducation et je suis les protocoles. Voilà. Et donc on en parlait. Elle dit bah oui, je sais comment faire. Alors des fois j'ai besoin de préciser un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est bien guidé quoi. Voilà, confiance et efficacité, ça c'est les bénéfices du coup que les professionnels vont pouvoir expérimenter, les enseignants, les thérapeutes et autres. Réussir à utiliser les stratégies universelles dans toutes vos activités. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé ce soir des stratégies universelles, mais la pédagogie de la parole repose sur 5 secrets d'apprentissage qui sont des lois universelles. Donc,
pour ça. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, grâce aux 5 secrets. Et les avantages, c'est qu'on va activer des neurones spécifiques. On va activer des circuits neuronaux spécifiques dans le cerveau. Et ça va être adaptable et transférable à vos activités aussi. Et un professionnel qui utilise la rééducation va pouvoir aussi, euh, et j'ai envie de dire, filtrer et pas, ou genre, plutôt passer ces activités au filtre de la pédagogie de la parole pour pouvoir les rendre encore plus efficaces. Il y a vraiment une notion d'expertise qui est importante là-dedans. Du coup, gagner en légitimité, il y a une vraie plus-value par rapport déjà à la formation initiale que vous avez, qui est certainement excellente, mais vous pouvez aller encore un peu plus loin. La pédagogie de la parole, qui est une pédagogie neuro-cognitive, va vous apporter une grille supplémentaire pour aller encore plus loin et aiguiser votre travail. Je dis souvent, c'est un accélérateur du travail qui est fait, quoi, des résultats. Apprendre à dynamiser vos séances ou vos ateliers avec des outils ludiques, ça c'est un élément qui me paraît important aussi à mentionner. La notion de la motivation finalement, hein. C'est comment? Bah, parce qu'on a des activités, on apprend à faire des activités variées, il y a plein d'activités, il y en a 18 activités en tout. Je parle beaucoup de la nécessité aussi de faire des pauses, le rythme de l'enfant, quoi, le respecter. Voilà, les avantages, c'est que du coup, on a une meilleure organisation dans sa séance parce qu'on sait comment on avance dans sa séance. On a un rythme du coup qui est plus adapté au cerveau de l'individu, puisque le cerveau de l'enfant, notamment, ne peut pas rester attentif plus d'un certain temps. En tout cas, c'est plus difficile. Donc, ça va permettre aussi de pouvoir respecter davantage et d'éviter et de pouvoir dépasser les échecs, quoi. Donc, plus une attention focus, une motivation, ça c'est vraiment quelque chose que moi qui m'interpelle toujours. C'est voilà, c'est l'enfant, il est partant, quoi. Voilà pour le programme. Et si vous êtes intéressé, vous formez à la rééducation, il y a des stages en présentiel, il y a la possibilité de se former en e-learning, de découvrir ces activités en e-learning. Parce que pour chaque activité, il y a des vidéos, il y a du matériel, il y a les livrets d'activités, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça aussi en e-learning. Évidemment, le présentiel, c'est peut-être un cran au-dessus en termes d'expérimentation, parce que vous vivez les expériences, vous vivez les activités plutôt. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et cette année, il y a 2 parcours en présentiel. Un en France, à côté de Toulouse, à Montauban précisément, au centre Niormière, et puis un en Belgique, à côté de Namur, du coup, à Malone précisément. Voilà, ça a lieu, les deux ont lieu de novembre 2025 à avril 2026. Voilà, ça vont se faire en parallèle, pas tout à fait exactement sur la même organisation. Je vois en effet dans la conversation, oui, c'est du 8 au 11 novembre le premier module. Le tout premier module, c'est du 8 au 11 novembre. Et il y en a, voilà, je sais qu'il y en a ce soir qui sont là, qui seront là en novembre aussi. Voilà, et puis, j'ai marqué avec ou sans certification, parce qu'il y a possibilité de passer la certification pour être praticien, praticienne en rééducation, pour pouvoir utiliser la marque dans sa communication, faire partie du réseau des professionnels, et puis du coup avoir plus de légitimité aussi au niveau de sa pratique. Voilà, donc il y a, je vous ai mis les tarifs ici, mais ça vous les retrouvez sur mon site de toute façon. Comment dire, c'est pas un souci, ça tout est indiqué. Il y a tarif en Belgique et en France, c'est pas tout à fait la même chose parce que du coup, les déplacements seront pas les mêmes. Ça revient à peu près à la même chose. Il y a le matériel qui est aussi à prévoir là-dedans. Voilà, et donc ça permet de se pouvoir d'ici avril prochain, de pouvoir tout découvrir pour ceux qui seraient intéressés. Avec la possibilité bien sûr, la possibilité de pouvoir avoir pour certains professionnels une prise en charge, certains salariés, les auto-entrepreneurs avec le FIFPL peuvent aussi avoir une prise en charge. Pour 2025, pour le module 2025, une partie peut-être, ou la totalité, ça va dépendre de votre chiffre d'affaires, entre guillemets, enfin votre droit à la formation. Et puis, en 2026, du coup, il y a d'autres modules, donc d'autres prises en charge, parce que c'est par année civile que ça fonctionne. Je ne sais pas si la question, si c'est je vois la question pour les AESH, il n'y a pas de prise en charge pour les AESH, malheureusement. Vous n'avez pas cette chance-là d'avoir des fonds pour être formé, parce que le CPF ne fonctionne pas pour ça. Pas pour le moment, peut-être un jour ça fonctionnera. Voilà. Et puis, pour toute inscription au parcours intégral avant le 8 octobre, avant le 8 octobre minuit, je vais le mettre, donc jusqu'au 8 octobre minuit, eh bien, j'offre la formation orthographe niveau 1 en e-learning
pour les personnes qui découvrent et qui ne se sont pas, voilà, qui n'ont jamais eu l'occasion de découvrir la rééducation ni orthographe. C'est l'occasion. Je vous offre cette formation niveau 1 sur la conscience orthographique dont j'ai parlé un tout petit peu au début. Voilà. Voilà un petit peu. Je vais, voilà, je vais m'arrêter là par rapport à tout ce que j'ai à dire. Il y aura plein de choses à dire encore, mais il y a peut-être des questions, donc je vous écoute. N'hésitez pas à utiliser la conversation ou à activer votre micro. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Donc à vous la parole, à vous les questions, à vous les demandes de précision et autres. Est-ce qu'il y en a? Je vous laisse le temps de réfléchir. N'hésitez pas. Ah bah, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de questions particulières, s'il n'y a pas de questions particulières, ben, je vais vous proposer de se dire bonne nuit tout simplement, de se quitter sur cette fin, sur cette fin de formation avec cette présentation donc de l'entrée consciente qui est disposer le corps et avec ces expériences que vous avez vécues. Et j'espère que ça vous a permis de vous donner une idée plus précise de ce qu'est la rééducation et quelle est la place du coup du corps dans l'écriture qu'on pourrait ouvrir évidemment pour la lecture, ça va de soi, mais pour l'apprentissage en général, mais particulièrement par rapport à l'écriture, c'est vrai que la place du corps, elle est très importante. Et pour moi, c'est important en rééducation de travailler sur cet axe-là. Et c'est la particularité de la rééducation, c'est qu'en fait, vous accompagne. Enfin, moi, quand je fais de l'accompagnement, je travaille sur peut-être des difficultés d'écriture, mais je ne travaille pas sur la tenue du stylo. Je travaille pas sur le tracé, en tout cas pas dans un premier temps du tout. Parfois même pas du tout, ça dépend, parce que les améliorations, les bénéfices en fait des activités suffisent. En fait, les activités suffisent à avoir des vraies améliorations. Des fois, il y a besoin d'aller à la tenue du crayon, mais à ce moment-là, moi, je vais renvoyer quand on a posé pendant quelques séances les bases et qu'il y a des belles améliorations, mais qu'il y a besoin d'aller un peu plus loin sur le geste graphique à proprement parler, sur la posture, la tenue du crayon, etc., et qu'il y a besoin d'aller sur un travail un peu plus technique, vraiment en lien avec du coup la graphie, le geste, etc. Là, à ce moment-là, je vais renvoyer pour quelques séances chez un spécialiste de la rééducation d'écriture, mais c'est pour le moment, ça n'a pas dû arriver très souvent parce que souvent, ça permet de pouvoir travailler ces fondations, vont permettre de pouvoir avoir des belles améliorations. Voilà un petit peu. Merci Guillaume, je voulais juste, c'est Christine. Christine, bonsoir Christine. Bonsoir. Je suis, enfin, depuis qu'on se connaît et ça commence à faire un petit peu de temps, je suis toujours. Alors moi, je suis une grande fan de multimove, hein, donc je suis Ah oui, facilitée de multimove maintenant et je suis graphothérapeute, donc j'ai intégré multimove. Alors j'avais déjà des activités de sec de grain, mais sans la pédagogie de la parole. Donc en ouais. intégrant la pédagogie de la parole, je suis allée beaucoup plus loin dans mes protocole. Et je voulais témoigner de deux choses. La première chose, c'est que je suis passée de 10 séances à moyenne à 7 ou 8 pour la plupart des enfants, depuis que j'utilise le protocole multimove. Donc, je ne vais pas parler de rééducation parce que je ne connais pas encore complètement on verra ça en novembre. Oui. Et je voulais dire aussi que j'ai eu la chance d'être très soutenue par ma communauté de communes pour aller former les enseignants de mon territoire. Alors, former, c'est un grand mot. J'ai fait des ateliers, des animations dans les écoles avec. On avait parlé ensemble d'instituer un rituel en pause active avec les activités multimove, donc les activités de sac de grain. Et j'espère que ça va pas couper, j'ai plus de batterie. Et écoute, ça démarre très doucement à mon cabinet parce que je crois que j'ai fait du bon boulot dans les écoles. Ah bah, Voilà. super. Tant mieux. Du coup, je pense que comme il démarre en grande section sur les activités ou même voire en moyenne section, je crois que finalement, il y a moins d'enfants avec des difficultés Bah, tant mieux. d'écriture. Et je me suis fait la réflexion. Donc, Tant mieux. Donc, du coup, je fais un module 3 pour les enseignants d'une autre spécificité que j'utilise en graphothérapie. Voilà, donc après, moi je suis fan de multimove parce que c'est en effet, on est vraiment dans le mouvement, on est vraiment dans quelque chose. Et puis sur les enfants TDA, c'est formidable. C'est commencer une séance avec ça, c'est Ouais. magique.
C'était Ouais, magique. Franchement, c'est tout à magique. fait. Donc, rééducation, j'ai un peu du mal encore à appréhender ce que ça va m'apporter en plus, Ouais. mais je suis très curieuse Tu seras là de d'ailleurs découvrir. pour le Voilà. premier module, hein, si je ne me trompe Ouais, pas. normalement, oui. C'est Bon, inscrit, donc ouais, c'est ce que. Donc ouais, ben, on se je retrouvera voulais du juste coup. témoigner, voilà, témoigner de Ouais, ce que ça a merci beaucoup. apporté dans ma pratique qui date de plus de 10 ans maintenant. Donc, Ouais, alors, ouais, ouais, tout à multimodule fait. depuis 2 ans, mais Hmm. graphothérapeute depuis 10 ans. Ouais. Et Ouais, franchement, bah oui. ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Ben, tant mieux. C'est certain que la pédagogie de la parole va apporter en effet beaucoup et ça j'y crois, enfin j'y crois beaucoup, je le constate beaucoup en fait au quotidien. Et enfin voilà, je pense à cet enfant que j'accompagne en ce moment qui a un trouble de l'opposition là Mmh. et qui en effet rien qu'avec le discricolore par exemple, avec Ouais. l'activité tactimo, etc. Je suis impressionné des évolutions en 3-4 séances, c'est vraiment très encourageant. Ouais. Non, Donc c'est ça, c'est voilà. Quand on est actif, je pense vraiment, quand on commence à comprendre comment fonctionne un petit peu le cerveau et quels sont les circuits mmh. neuronaux qui permettent de pouvoir Mmh. ancrer les apprentissages consciemment et qu'on a les clés pour le faire et qu'on arrive à le transférer dans sa pratique, parce que rééducation, c'est juste un outil, c'est un support qui permet de pouvoir d'avoir quelque chose à pratiquer, mais après, on peut le transférer dans plein de situations. Je le dis souvent aux parents aussi, dans les jeux qu'on fait à la maison, dans les activités après qu'on a en tant que grapho, voilà, quel que soit des orthophonistes ou autres. Et je trouve On que dans peut se les retrouver. fondations, ce qui m'impressionne le plus, c'est la planification. Ouais, tout à fait. C'est Bah oui, oui, ces activités vont amener les enfants à ouais, planifier et à mettre en conscience ouais, ce qu'ils c'est font ça. habituellement avec impulsivité. Et oui, parce que C'est assez bluffant. c'est vrai, la pédagogie de la parole a beaucoup travaillé là-dessus, en effet. Donc, Mmh. de Mmh. manière générale, les fonctions exécutives vont être très, très, très ciblées Ah finalement. ouais, ouais, ouais. Et Ouais, ça, c'est assez bluffant. on sait, hein, on sait que les fonctions exécutives sont considérées comme les fondations de l'apprentissage par les Mmh. spécialistes. Et D'autant que les neuropsychologues, alors je sais pas s'il y en a ce soir, mais il y a beaucoup de bilans de passé et très peu de propositions de prise en charge derrière. oui, Donc les enfants ressortent avec un c'est vrai. diagnostic ou pas d'ailleurs de TDA ou autre, et derrière on fait quoi en fait? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc moi ces enfants-là, je peux pas les asseoir tout de suite avec un crayon dans les mains, c'est pas Non, possible. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, merci, Voilà merci à Guillaume, tout le bon, monde. on se voit Merci. vendredi à Montauban. Oui, c'est vrai, on se voit vendredi pour le stage Senior Action. Donc, il y en a, je sais qu'ils sont connectés ce soir. Je vois Corinne aussi, coucou. On se retrouve vendredi à Montauban pour le stage Senior Action pour une autre formation pour améliorer le bien-être des seniors. Voilà, donc former les personnes qui interviennent auprès des seniors, c'est une formation qui a lieu là vendredi et qui sera reproposée d'ailleurs, qui est déjà calée pour mars 2026. C'est une formation que je co-anime qui est basé en partie sur Multimove, en partie sur la rééducation, adapté aux professionnels, aux seniors, pardon. Donc évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec des enfants, avec des ados et avec des seniors, c'est pas la même chose. Et donc là, c'est une formation adaptée. Et puis il y a toute l'orthopédagogie, parce que je la co-anime, donc cette formation avec Delphine de Guzman, qui est orthopédagogue. Donc ça va être une super aventure de 3 jours. Donc voilà, c'était le mot de la fin, on va dire, sur la perspective de cette formation-là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je reste disponible si vous avez des questions. Et puis à bientôt, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir tout le monde. Merci encore Christine Bonne soirée. pour Toi, cette, Guillaume. pour cette conférence ce soir. Bonne suite de semaine de l'écriture. Est-ce que tu veux juste donner l'info sur la conférence qu'il y a avec Audrey Biotellini? Alors jeudi, il y aura une conférence d'Audrey. Elle a remis la publicité aujourd'hui, donc vous pouvez vous inscrire via son mail. Vous avez aussi les infos sur ma page crayonnage. Voilà, sur la page Crayonnage, c'est sur Facebook en fait surtout, hein. Oui, Ouais. et ce Ouais. sera en rapport avec les albums de jeunesse. Voilà, voilà. Donc là, il y a une autre conférence sympathique à suivre Voilà. également avec Audrey. Voilà. Eh bien, bonne continuation à tout le monde. Merci pour votre présence ce soir. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Vous avez mon mail. Vous l'avez reçu. Vous pouvez me répondre au mail que vous avez reçu de confirmation. Sinon, c'est contact@pedagovie.fr tout simplement. Et toutes les infos sont sur pedagovie.fr. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Au Bonne revoir à tout le soirée. monde. Bonne soirée. Au revoir.